Bonjour, vous allez bien? Tout le monde m'entend? Évidemment, tout le monde m'entend. Oui, oui. Oui, oui, oui. En fait, c'est parce que tu me stresses. Tu m'écoutes. Pourquoi tu m'écoutes? Non, mais m'écoute pas, sois... Attends, Sérieux, t'en peux plus? Mais non, mais j'en peux plus parce que tu me stresses! Va-t'en! Reviens! Bonjour à tous, aujourd'hui je vous aide à réviser Le Rouge et le Noir et je commence par parler de son auteur, Stendhal ou Stendhal, si on veut faire un jeu de mots avec le mot scandale. En tout cas, c'est un pseudonyme qui a été choisi par un certain Henri Beyle, qui est né en 1783 à Grenoble et qui est mort en 1842 à Paris, 59 ans plus tard. Alors Henri Beyle a utilisé beaucoup de pseudonymes au cours de sa carrière, environ 200. Alors il y en a certains qui sont soft, comme Henri Brulard par exemple, dans son œuvre autobiographique inachevée, mais d'autres sont un peu plus particuliers, on va dire, comme par exemple William Crocodile ou encore Cornichon. Alors je vous laisse imaginer ce que ça donnerait si vous passiez à l'oral du bac sur Le Rouge et le Noir de Cornichon ou de William Crocodile. Je pense que ce serait un peu difficile de garder son sérieux. Mais je vais pas parler de la biographie de Stendhal parce que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin sur internet. Je vais plutôt m'attaquer à un second problème, le titre. Le Rouge et le Noir, qui est quand même la première énigme de ce roman. Que désigne le rouge et le noir? Est-ce que c'est une référence à la double ambition de Julien? Est-ce que c'est une référence... Est-ce qu'il y a une connotation psychologique derrière ces couleurs? Est-ce que c'est une référence à la révolution, à l'amour, à la tragédie? Certains interprètes ont même évoqué les couleurs du jeu de la roulette pour démontrer l'importance du hasard et de la fatalité dans ce roman. Et puis niveau explication un peu tordue, on a aussi l'idée que peut-être que le rouge et le noir étaient les couleurs des chemises ou des pochettes dans lesquelles Stendhal avait rangé le brouillon de son roman. Vous avez déjà mal à la tête? Parce que c'est pas fini, il y a un sous-titre, Chronique de 1830. Alors chronique, ça vient du grec chronos qui signifie le temps et qui désigne un récit chronologique qu'on fait à partir des faits historiques d'une période antérieure. Alors ici ça ne colle pas vraiment puisque le roman date précisément de 1830 et que donc Stendhal ne parle pas d'histoire mais bien de son époque contemporaine. Il a donc une volonté d'être très soucieux dans le réalisme de son ouvrage, mais aussi d'imbriquer réalisme et fiction. D'ailleurs, vous connaissez sans doute la célèbre citation qui se trouve dans Le Rouge et le Noir. Un roman est un miroir que l'on promène le long d'un chemin. Cette métaphorisation du roman comme d'un miroir permet de montrer ce souci de réalisme et la volonté de montrer le réel tel qu'il est, aussi bien dans son aspect positif, c'est ce que Stendhal appelle l'azur des cieux, que dans son aspect ignoble et repoussant, c'est ce qu'il appelle la fange des bourbiers, et c'est une manière pour lui de ne pas être accusé d'immoralisme, puisqu'il montre aussi bien les beautés que les noirceurs, et il dit d'ailleurs « Le miroir reflète la fange, et vous accusez le miroir ». C'est au chapitre 19 de la deuxième partie du Rouge et le Noir. Pour l'écrire, il s'est d'ailleurs inspiré de deux faits divers de son époque qui se sont tous les deux produits en 1829, l'affaire Berthet et l'affaire Lafargue. Alors pour faire simple, Antoine Berthet était un séminariste qui a été condamné à mort pour avoir tiré sur une femme qu'il avait essayé de séduire. Et puis Lafargue, c'était un ébéniste qui a fait 5 ans de prison pour avoir assassiné son ancienne maîtresse. Et ce qui intéresse particulièrement Stendhal dans cette affaire, c'est la personnalité du prévenu, puisqu'il dit on le dirait d'une classe supérieure, ce qui fait bien évidemment penser à Julien. Il y a donc des allusions au contexte social, politique et historique de l'époque, parfois explicites, parfois implicites. On a par exemple la mention du roi Charles X au chapitre 45 de la deuxième partie, et puis on a Mathilde aussi, pour donner un autre exemple, qui évoque la conquête de l'Algérie au chapitre 14 de la deuxième partie. On voit aussi la querelle entre les libéraux et les ultras qui agitent la société de l'époque, et puis on a des références aux congrégations religieuses un peu secrètes et occultes. Mais globalement, la politique n'est pas très présente dans le roman, puisque tout est vu à travers les yeux de Julien, et que Julien ne s'intéresse pas à la politique. Mais il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre dans le roman, et d'ailleurs la preuve c'est que la citation liminaire, la vérité, l'âpre vérité, de Danton est une fausse citation, et elle permet de donner le ton de l'œuvre à 3 niveaux. D'abord, elle permet de placer le rouge et le noir sous le patronage d'un révolutionnaire de renom qui d'ailleurs fait briller les yeux de Mathilde. Deuxièmement, l'âpre vérité, c'est bien sûr le credo littéraire de Stendhal, qui tient à représenter et à refléter le réel tel qu'il est, même dans ce qu'il a de désagréable. Et puis troisièmement, le fait que ce soit une fausse citation montre que Stendhal va mener un jeu ironique avec son lecteur tout au long de son roman. Et c'est pour ça qu'il multiplie les fausses citations ou les erreurs, les références erronées. Dans La Chartreuse de Parme, Stendhal explique qu'il écrit pour les happy few, c'est-à-dire le top du top des lecteurs, ceux qui sont capables de lire entre les lignes et ceux qui ont une culture suffisante pour percevoir les jeux ironiques de l'auteur.
Stendhal s'amuse donc à tester la culture et la connaissance de son lecteur, et il le met au défi de manière permanente tout au long du Rouge et le Noir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Rouge et le Noir finit 2 fois. Une première fois, Julien dit « mon roman est fini » quand il a réussi son ascension. Et en fait, il y a un retournement de situation et une autre fin, plus profonde et plus philosophique, la véritable fin de ce roman, celle qui ne correspond pas au best-seller de l'époque. Les références au contexte de l'époque sont donc une manière pour Stendhal de créer l'illusion réaliste et de montrer une société qui est en fait une société d'intrigue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Julien va développer l'un des principaux traits de son caractère, l'hypocrisie. Et c'est pour ça que je vais désormais parler de Julien, parce que Le Rouge et le Noir est un roman psychologique qui fait le lien entre l'action et ce qu'elle suscite ou ce qu'elle révèle chez le personnage. Et le principal personnage dont on utilise les yeux pour voir les actions, eh bien c'est bien évidemment Julien Sorel. C'est ce qu'on appelle en fait le réalisme subjectif, c'est-à-dire un réalisme très particulier utilisé par Stendhal, qui bien sûr raconte et rapporte des faits réalistes, mais passe toujours par la subjectivité et par l'individualité du personnage. Il y a donc un effet de restriction de champ qui justifie d'ailleurs la structure du roman en 2 parties, puisque la deuxième partie, enfin la seconde partie, n'est qu'une variation thématique de la première. Alors je vais vous parler un peu plus de Julien, qui est un personnage extrêmement complexe, et pour commencer, je vais vous montrer qu'il a l'air d'être un héros romantique. Le romantisme, pour rappel, c'est ce mouvement littéraire et artistique du début du 19e siècle, qui cherche à rompre avec le rationalisme des Lumières et qui cherche à exalter plutôt la sensibilité, les états d'âme et la rêverie. Et elle caractérise notamment cette notion de romantisme, une jeunesse qui n'a connu ni la Révolution française ni l'Empire napoléonien et qui se situe dans une sorte d'entre-deux historique entre un passé héroïque terminé, achevé, et puis un futur qui le sera peut-être, mais là, tout de suite, maintenant, eh bien, ils sont dans un triste retour à la monarchie et à l'ordre ancien. Et cet entre-deux crée un profond sentiment de mélancolie qu'on appelle le mal du siècle et dont Julien est clairement atteint. Lui qui rêve des conquêtes napoléoniennes ne trouve autour de lui que médiocrité, manigance et hypocrisie, et ses rêves de gloire sont en fait totalement dépassés et appartiennent à un ancien modèle. Julien est donc un héros romantique dans le sens où il est sensible, rêveur, émotif et surtout en marge de la société. Il est incompris et rejeté par tous les milieux sociaux, ce qui lui donne d'ailleurs paradoxalement le sentiment d'une supériorité. Il a l'impression d'être au-dessus du commun des mortels et des gens ordinaires. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Le Rouge et le Noir est aussi un roman d'apprentissage. Alors pour rappel, un roman d'apprentissage, c'est un genre littéraire qui suit le parcours d'un jeune personnage et qui montre ses premières découvertes de la vie, de l'amour et de la vie en société. Et pour Julien, cette formation est plutôt douloureuse, et en fait elle se passe sur plusieurs plans. L'apprentissage de Julien est d'abord un apprentissage intellectuel grâce à l'abbé Chélan qui lui apprend notamment le latin et la théologie. Mais Julien parfait aussi son éducation par ses propres lectures, notamment les mémoires de Napoléon, mais aussi les œuvres de Voltaire qu'il découvre dans la bibliothèque du marquis de La Mole. Évidemment, son apprentissage est aussi social. Grâce aux notables de Verrières, il va s'élever au-dessus de sa condition de fils de charpentier, puis ensuite au-dessus de sa condition de domestique. Alors il a un air supérieur et une mémoire prodigieuse qui font qu'on le remarque partout où il passe, et il réussit à s'élever comme ça, bien évidemment socialement, et il apprend, malgré ses maladresses, assez rapidement les codes de l'aristocratie. Mais bien sûr, ce qu'il apprend aussi, c'est l'hypocrisie, et l'hypocrisie est présente dans tous les milieux sociaux à travers le roman, à commencer par la haute noblesse. C'est un milieu hypocrite, lâche et vaniteux que Julien découvre chez le marquis de La Mole, puisqu'il apprend qu'il participe à une sorte de complot secret pour rétablir la monarchie absolue. Je mettrai aussi dans ce panier Madame de Fervaques, qui joue les madones tout à fait prudes, mais qui entretient une relation épistolaire secrète avec Julien. Et évidemment, mon préféré, c'est Monsieur de Beauvoisis, qui connaît un duel avec Julien et qui préfère raconter partout que Julien est le fils bâtard d'un noble pour ne pas reconnaître qu'il s'est battu contre le fils d'un charpentier parce que c'est trop honteux. En province, ce n'est pas mieux niveau hypocrisie. On a d'abord la noblesse de province avec Monsieur de Rênal qui est obsédé à l'idée d'avoir le prestige d'avoir un précepteur chez lui, et puis côté bourgeoisie, on a Valenod qui s'est enrichi de manière malhonnête en détournant des fonds. Le clergé a aussi ses manipulateurs, avec l'abbé Castanède par exemple, qui manigance contre Pirard et Julien, et en gros le séminaire est un endroit où il n'y a que des personnages intrigants et grossiers. Et pour finir, il y a le peuple, et bien évidemment le peuple est incarné par le père Sorel, un homme dur et tyrannique, qui ne pense aussi qu'à l'argent. C'est un homme cupide, on en a 2 exemples. Il s'énorgueillit de l'argent que son fils gagne chez Monsieur de Rênal, et au moment où Julien est en prison et qu'il va être exécuté, il pense quand même à faire le déplacement pour venir lui
demander, lui réclamer l'argent qu'il lui doit pour son éducation. En fait, si on fait le bilan, on n'a que 3 personnages éminemment positifs dans le roman et chacun appartient à une catégorie sociale. On a d'abord Fouquet, l'ami sincère de Julien, qui représente une version du peuple droit, travailleur et loyal. Ensuite, du côté du clergé, on a l'abbé Chélan qui représente un clergé éclairé, humble et charitable. Et puis pour finir, on a Madame de Rênal qui représente une noblesse pure et sincère, qui n'a pas été corrompue par les tares de sa classe sociale. Elle est d'ailleurs le personnage qui permet à Stendhal de mener une véritable analyse du sentiment amoureux, et c'est quelque chose qu'il a déjà fait quelques années plus tôt, en 1822, quand il a écrit son essai De l'amour, où il parle notamment du phénomène de cristallisation. Alors qu'est-ce que c'est que le phénomène de cristallisation? Eh bien c'est une métaphore qui lui est apparue comme une évidence à l'occasion d'une visite dans une mine de sel où il a vu un morceau de bois mort recouvert de cristaux de sel qui le rendaient brillant et qui semblait lui redonner vie. Et en fait la cristallisation dans le sentiment amoureux c'est ça, c'est-à-dire que celui qui est amoureux idéalise la personne aimée en la parant de toutes les vertus. Et c'est ce qui se passe avec Madame de Rênal qui idéalise la jeunesse et la fougue de Julien, Mathilde qui idéalise sa grandeur d'âme et son courage. Évidemment, la relation amoureuse la plus sincère dans le roman, c'est celle qui unit Julien et Madame de Rênal, parce que Madame de Rênal est totalement dévouée à Julien et elle est prête à tout perdre pour lui. Elle le laisse lui prendre la main, elle le laisse entrer dans sa chambre, elle témoigne au procès et elle raconte la vérité sur son infidélité pour espérer le sauver. Et puis surtout, elle risque sa piété, et on voit que c'est très important pour elle puisqu'elle est persuadée qu'elle est poursuivie par le châtiment divin au moment où son fils tombe malade dans la première partie. Pour Mathilde, c'est très différent, son amour est plutôt orgueilleux. Julien représente pour elle une forme de transgression sociale qui lui permettrait peut-être de toucher du doigt son rêve, qui est de vivre une aventure totalement héroïque à la hauteur de celle que son ancêtre, Marguerite de Navarre, a vécue. Et puis il faut le dire, Mathilde s'ennuie. Elle s'ennuie dans son milieu social et d'ailleurs l'ennui est omniprésent dans Le Rouge et le Noir. Stendhal le cite à de nombreuses reprises, je vous mets la liste ici. Chez Julien, l'amour est bien sûr une question d'orgueil. Et d'ailleurs, il est aussi aidé, entre guillemets, par le prince de Korazov qui lui explique que tout ça, c'est une histoire de manipulation et de manigance et que c'est comme ça qu'on conquiert les femmes. Donc son apprentissage de l'amour, sur le plan amoureux, Julien passe par tous les stades, l'orgueil, la jalousie et la peur, mais donc on voit que ce sont des sentiments qui sont toujours centrés sur lui et il n'y a pas cette dévotion amoureuse que peut avoir Madame de Rênal qui est prête, elle, au contraire, à se mettre en danger et en retrait pour celui qu'elle aime. C'est ce qui fait qu'on a souvent comparé Julien à d'autres personnages ambitieux comme Georges Duroy dans Belle Amie, qui est un fils de paysan opportuniste qui monte à Paris, qui fait preuve d'ambition et de cynisme au point de se hisser au plus haut de la société en conquérant les cœurs ou les lits des femmes, en tout cas puissantes, et en contractant un mariage d'argent. Mais Duroy est bien plus cynique et bien plus ambitieux que Julien, qui est lui au contraire plus naïf et sensible. Julien est vraiment en fait un personnage contrasté, qui a des traits de caractère très négatifs et des traits de caractère très positifs. Et en fait, à chaque fois, les qualités sont les revers de ses défauts et inversement, parce que c'est un personnage excessif et qui tombe à bien des égards dans la démesure. Mais il a quand même une naïveté attendrissante parce qu'il se croit fin manipulateur alors qu'en réalité il est impulsif, ignorant et un peu naïf. Il se trahit notamment à 2 reprises chez Madame de Rênal en évoquant sa passion pour Napoléon. Il se pense véritablement hypocrite alors qu'en réalité il ne cesse de se trahir lui-même. Et puis contrairement à Georges Duroy, il n'a pas vraiment de plan à long terme. Son hypocrisie en réalité est plus une imitation des autres que la réalisation d'un plan machiavélique et diabolique. D'ailleurs, contrairement à Georges Duroy, l'argent n'est jamais un moteur pour Julien, qui agit plutôt par héroïsme, par notion de devoir. Il refuse plusieurs fois la possibilité de faire fortune avec Fouquet, avec les millions de Korazov ou encore par un mariage d'argent. Les riches pour lui ne sont pas un modèle, mais au contraire des ennemis à abattre et sa révolte, sa réussite passe par la révolte sociale. C'est la raison pour laquelle il y a ce retournement de situation à la fin du roman qui fait que Julien retourne en province pour essayer d'assassiner Madame de Rênal et commettre ce crime qui est passé pour certains interprètes comme un acte totalement fou, et ils ont parlé de la folie de Julien, alors qu'en fait cet acte correspond tout à fait à son caractère. Si Julien redescend à Verrières pour essayer d'assassiner Madame de Rênal, c'est parce qu'il a été offensé, et c'est donc par devoir.
qui fait qu'on se réconcilie avec Julien à la fin du roman. Il a agi pour laver son honneur, même s'il reste quand même un personnage avec lequel on n'a pas beaucoup d'affinité, et c'est d'ailleurs tout ce paradoxe que Prosper Mérimée, qui était l'ami de Stendhal d'ailleurs, évoque en disant qu'il a des traits atroces dont on sent la vérité mais qui nous font absolument horreur. Et ce qui ne nous aide pas à être en empathie avec Julien, c'est aussi l'ironie persistante de Stendhal, qui ne nous aide pas du tout à aimer son personnage ni à nous identifier à lui. Le narrateur, en fait, dans le roman, ne cesse de se mettre à distance de son personnage et de sous-entendre qu'il n'adhère pas du tout à ses propos ou à ses pensées. Alors je vous donne un seul exemple, mais il y en aurait des dizaines. C'est le moment où Julien et Mathilde se retrouvent seuls dans la chambre et au lieu de se livrer à l'amour, eh bien ils sont tous les deux sur la défensive et ils sont plutôt en train d'élaborer des stratégies militaires. Ça c'est typiquement le genre d'extrait dans Le Rouge et le Noir où Stendhal fait preuve de beaucoup d'ironie et nous met à distance de ces personnages en les ridiculisant, pour nous empêcher un petit peu de nous attacher à eux et garder un certain recul. Bon, j'espère avoir essayé de balayer les principales thématiques du roman et je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes fins de révision et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. À bientôt!